On va terminer cette dernière table ronde de la journée avec l'intervention d'Agnès Michon. Donc, le titre de son intervention, ce que représente l'incertitude de l'évolution pour le patient et ses proches. Donc là encore, peut-être d'un bon usage de l'incertitude, du doute concernant ces données probabilistes. Je vous laisse la parole. Alors on va faire un peu le grand écart, mais c'est un grand écart assez quotidien entre le dialogue très particulier du clinicien avec l'imagerie de ses patients et puis le dialogue très singulier qu'on a avec nos patients. Et ce dont je vais parler là, c'est tout à fait de mon expérience de médecin. Donc c'est une réflexion à un temps donné que je partage avec vous. Ce n'est en aucun cas une revue exhaustive de la question de l'incertitude et de ce que représente l'incertitude de l'évolution pour le patient et ses proches. Alors c'est sûr qu'à l'incertitude du diagnostic et à l'incertitude du résultat des examens succède une autre interrogation qui est celle de l'évolution. À quoi faut-il s'attendre? Est-ce que ça va s'aggraver? Dans combien de temps? Alors certaines familles nous disent qu'elles n'ont pas été assez préparées, pas assez informées, qu'il y a eu des non-dits et que ces non-dits ont nourri l'angoisse. Ou encore, au contraire, qu'il y a eu des mots dits trop tôt, alors qu'elles n'étaient pas prêtes à les entendre. Mais comment parler de l'évolution qui est finalement si souvent mal abordée par les soignants ou occultée? Parce qu'il y a à la fois trop de dits et trop de non-dits. La perspective de l'aggravation, elle apparaît implicitement dans beaucoup de propos, dans beaucoup de comptes rendus, de bilans. Le langage est encore préservé. Il y a une détérioration des performances. Les exemples sont nombreux qui renvoient au fait qu'un processus inéluctable est enclenché. Tu peux encore le faire, dit une épouse, espérant être encourageante. Tu vois, lui répond son mari, c'est le encore qui me tue. L'anticipation de l'avenir et surtout les images effrayantes qui y sont attachées sont submergentes et bloquent le présent, l'empêchent de le vivre. Elles peuvent devenir un obstacle à la relation et bloquer toute dynamique existentielle. De toute façon, je suis foutue. Et ceci, parfois bien avant que la maladie n'entraîne des incapacités notables. On ne sait pas ce qu'il va advenir, mais en même temps, on ne le sait que trop bien. C'est l'oscillation entre l'espoir et le désespoir. On aimerait savoir pour se préparer, mais en même temps, surtout, ne rien entendre du pire. L'angoisse de l'avenir place les dents dans une position difficile. Je ne peux pas lui parler de ça maintenant. Que faut-il décider? Sera-t-il encore capable? Le sujet est en quelque sorte déjà exclu des décisions avant la survenue de sa réelle incapacité. Les dents, et quand je parle de les dents là, c'est les dents dites formelles ou informelles, angoissé par l'avenir, peut avoir tendance à interpréter tous les oublis comme un signe de l'aggravation prédite. Tous les comportements du patient risquent de n'être vus que dans cette perspective. Et ceci peut peser sur la relation. Comme l'exprime très bien cette femme qui dit « Mon mari, je le sens aux aguets. Il est aux aguets et m'épie pour voir si je peux, si je réponds bien, si j'ai compris ou si je ne comprends pas. Écoutez, c'est terrible l'environnement. À l'entendre parler, je suis au bord du tombeau. Mon mari a peur. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas devenir ?» J'ai dit « Écoute, arrête, pour l'instant, je ne suis pas encore devenue. Et si ça se trouve, tu seras encore moins bien que moi. » Il voit déjà ma vie, je ne sais pas comment, comme je ne la vois pas en tout cas. Alors il a peur et ça se transmet sur moi forcément. Et je perds souvent les pédales à cause de lui. Je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il se fait un sang d'encre. On voit ici à quel point le regard de l'entourage est important et à quel point la perspective évolutive change ce regard. On voit aussi que ce qui peut être difficile et douloureux, source de tension,
c'est la discordance des points de vue entre le sujet et son entourage. Alors c'est à nous, dans un grand respect de ces deux points de vue, d'aborder cette divergence et de dire que c'est peut-être aussi ça qui fait mal. Mettre des mots sur ces angoisses, sur ces petits changements perçus qui inquiètent tant, peut avoir cette fonction positive d'assertion qui permet de nommer, de mettre un terme au doute, de rétablir la correspondance entre le vécu subjectif et la réalité de la maladie. Mais ces mots ne doivent pas enfermer dans une prédiction. Il s'agit de permettre une anticipation et non pas une prédiction, de se préparer et non pas d'être enfermé dans une étiquette de malade et d'incompétent. Les mots doivent laisser un espace à une construction d'un présent et d'un avenir, mais d'un avenir qui nous est inconnu, mais qui n'est pas que la maladie, qui est aussi la suite de notre histoire de vie. Ils devraient pouvoir en eux-mêmes posséder une force et pousser l'autre à agir, restaurer sa compétence et lui redonner un rôle d'acteur. Les mots doivent laisser la place à une part d'incertitude, à ce que nous ne connaissons pas de l'avenir, à une part d'inconnu dans lequel le sujet garde une liberté d'évoluer et de dessiner sa vie. L'incertitude n'est donc pas toujours un frein. Elle peut aussi laisser le temps de certains aménagements psychiques, intégrant progressivement l'idée d'un futur possible avec la maladie, tout en laissant place à un certain espoir, sans enfermer tout de suite dans un statut de malade. Je sais que j'ai cette maladie, mais ne me dites pas le mot Alzheimer, j'ai l'impression d'entrer dans un tunnel. Mais pour parler de l'avenir, y a-t-il des mots justes, une bonne façon de faire, un bon moment pour le faire? Comment ne pas blesser par les mots qui sont mis sur une évolution probable? Comment permettre à l'autre de se préparer sans le précipiter dans un avenir catastrophique, ni amplifier sa peur? Comment ne pas être à contretemps, être suffisamment à l'écoute et résister suffisamment à nos contraintes pour ne pas imposer à l'autre nos impératifs de temps? Le soignant doit donc pouvoir répondre à ce questionnement angoissant sur l'avenir et pour cela, paradoxalement, savoir parfois ne pas y répondre. Attention, je ne dis pas se dérober à la question, mais c'est-à-dire ne pas se précipiter pour donner la liste de toutes les incapacités qui ne manqueront pas de survenir, ne pas se précipiter pour décrire ce qui advient le plus souvent et plonge l'autre dans l'effroi, mais répondre à l'angoisse. Qu'est-ce qui vous inquiète? Il faut prendre le temps de comprendre la source du questionnement et de cette angoisse. Il faut revenir sur les traces. L'évolution, elle a déjà commencé à se tracer. Le patient et sa famille ont déjà fait un parcours qui les a amenés jusqu'ici. A-t-on regardé alors ce qu'ils ont été capables de mettre en place jusqu'ici? A-t-on regardé alors la force qu'ils ont en eux? Une des réponses est peut-être de valider ce savoir subjectif, ressenti, éprouvé, dont a si bien parlé Armelle Lebru, et de valider cette expérience et les stratégies mises en place. Donc, une des réponses est de montrer aux patients et à sa famille la force qu'ils ont eue et qui les habite maintenant et qui leur a permis ce parcours. Reconnaître cette force, cette compétence, là, maintenant, peut suffire à rassurer pour l'avenir, car la demande cachée derrière le questionnement sur le futur est souvent une demande de réassurance face à l'inconnu. Est-ce que je vais en être capable? Ce retour sur le chemin parcouru, cet ancrage dans le présent, peut conduire à une relecture mettant en lumière les forces et les ressources du sujet, lui permettant d'aborder l'avenir. La demande qui est là, c'est le plus souvent une demande sur les perspectives, mais les perspectives immédiates, alors que nous, notre propre vision, elle est obnubilée par les perspectives lointaines, je dirais presque terminales de la maladie. Donc notre temps à nous doit se réajuster au temps de l'autre. La demande sur l'évolution signifie souvent « qu'est-ce que je peux faire là, maintenant ?» Ce que les patients et les familles cherchent, c'est d'être
assurer qu'il existe des moyens pour faire face à l'avenir, mais maintenant. Et ceci rejoint les efforts qu'il nous faut faire pour tout mettre en œuvre et pour développer les moyens d'accompagnement dont parlait, je crois, Fabrice ce matin. Si nous devons nous interroger sur ce que représente l'incertitude de l'évolution pour le patient et les proches, nous devons aussi nous questionner sur ce que représente la certitude de l'évolution pour nous soignants et sur le risque qui en découle d'enfermer le patient dans cette vision. La prise de distance avec nos propres angoisses est nécessaire. Devant les questions sur l'avenir, l'écoute est parfois plus importante que les mots. Il faut pouvoir aussi assumer que l'on n'a pas toujours de réponse. Il faut pouvoir partager avec l'un et l'autre les doutes, les craintes et les incertitudes. Et là encore, je parle d'un doute, ce que je disais hier, d'un doute non pas qui empêche d'agir, mais au sens d'un doute qui permet d'explorer différentes voies possibles et qui est ouverture. Les questions sur l'avenir doivent nous ramener au présent. Elles éclairent non seulement les enjeux futurs, mais aussi les enjeux actuels. Et nous devons y être attentifs. Ces questions sur l'avenir permettent de se réinterroger sur le présent, de revenir à l'ici et maintenant, de s'ancrer à la réalité sans se laisser envahir par la peur de l'avenir. Et c'est à partir de là que peut se tisser une relation soutenante, l'assurance que nous sommes là et que nous serons toujours là, que nous sommes aussi capables de regarder l'avenir avec sérénité, sans prendre la fuite. C'est à partir de là que peut se tisser un projet, que le présent peut être réinvesti avec cette perspective de la maladie, permettant une remise en mouvement de la dynamique existentielle. Et je reprendrai peut-être en conclusion l'image donnée par cet aidant de personnes malades qui nous a dit « Quand tu montres l'étoile, n'oublie pas la main posée sur l'épaule ».